Salut à toutes et à tous, vous êtes les bienvenus sur les ondes d'Enigma, votre série sur le réalisme fantastique. Je suis le Baron Fou et j'accompagnerai le grand timonier des secrets, que dis-je, l'ayatollah des révélations, j'ai nommé Monsieur K. Bonjour à vous, Monsieur K. Bonjour. Toujours en forme ? Bien. Alors c'est parti. Aujourd'hui, le sous-marin d'Enigma, notre petit U-boat, va plonger en eau trouble, direction les grands fonds, puisque nous allons parler de l'Atlantide et des mondes engloutis. Alors je rappelle au passage à tous nos auditeurs que quand même plus de 71% de la planète est recouverte d'eau, et que rien que pour la mer Méditerranée, les experts ont dénombré plus de 200 cités submergées. Au niveau de l'Atlantide, c'est le sujet le plus traité mondialement. On dénombre à peu près 25 000 ouvrages sur le sujet. C'est vraiment énorme. Alors, le début de notre pérégrination concernant l'Atlantide, ce sera bien sûr Platon, Monsieur K. Tout à fait. Puisque c'est dans Platon qu'on trouve la première occurrence littéraire de l'Atlantide. Dans deux de ses ouvrages, le Timée et le Critias, dont je vais vous lire maintenant un extrait, qui est la réponse des prêtres d'Égypte à Solon, qui les interroge sur justement sur le passé. Et il s'agit donc des prêtres du temple de Neth de Saïs, qui étaient donc des prêtres qui prétendaient avoir une mémoire, je dirais, documentaire sur des millénaires précédents divers cataclysmes qui avaient donc frappé l'humanité et qui expliquaient qu'ils étaient les seuls, enfin à leur connaissance, à avoir une telle mémoire, une mémoire aussi longue. Et voilà ce qu'ils disent à Solon, le créateur, si on peut dire, de la constitution athénienne, puisqu'il sera le nomocrate grec, celui qui donnera à Athènes sa loi. Voilà ce qu'ils lui disent. Oui, Solon, il fut un temps, avant la plus grande destruction par les eaux, où la cité qui aujourd'hui celle des Athéniens était de toutes la meilleure dans la guerre. En ce temps-là, on pouvait passer par cette mer, l'océan Atlantique. Elle avait une île devant ce passage que vous appelez les colonnes d'Hercule. Or, dans cette île Atlantide, des rois avaient formé un empire grand et merveilleux. Cette puissance, ayant une fois concentré toutes ses forces, entreprit en un seul élan d'asservir votre territoire et le nôtre, et tous ceux qui se trouvaient de ce côté-ci du détroit. C'est alors, ô Solon, que la puissance de votre cité fit éclater aux yeux de tous son héroïsme et son énergie, car elle l'a emporté sur toutes les autres par la force d'âme et par l'art militaire. Mais dans le temps qui suivit, il y eut des tremblements de terre effroyables et des cataclysmes. Dans l'espace d'un seul jour et d'une nuit terrible, toute votre armée fut engloutie d'un seul coup sous la terre, et de même, l'île Atlantide s'abîma dans la mer et disparut. Voilà pourquoi, aujourd'hui encore, cet océan est difficile et inexplorable, par l'obstacle des fonds vaseux et très bas que l'île, en s'engloutissant, a déposé. Donc, les prêtres égyptiens informent Solon que les ancêtres des Athéniens ont battu les Atlantes, une victoire à la Pyrrhus. Une victoire contre les Atlantes, apparemment, qui, d'après les dires donc de ces prêtres de Saïs, avait entrepris une sorte de conquête, un projet impérialiste sur l'Asie et sur l'Europe, et qui était sans doute dû à la puissance qu'avait pu développer cette civilisation mythique. Voilà. Donc on abordera au cours de cette émission les différentes présences atlantéennes, disons dans ce qui était leur mare nostrum à eux, l'Atlantique, et qui donc s'étendait à la fois sur ce qu'on appelait à l'époque la Libye, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest, enfin l'Afrique du Nord de l'Ouest, le bassin méditerranéen et également les Amériques. On va explorer un peu toutes les thèses, qu'elles soient mythiques ou qu'elles soient plutôt réalistes. C'est-à-dire que pour certaines thèses, l'Atlantide aurait réellement existé. Voilà, tout à fait. C'est pas une certitude, mais en tout cas, il y a un doute certain, il y a un doute sérieux, il y a des indices nombreux qu'on va essayer d'aborder au cours de cette émission. Dans l'Antiquité, on disait donc que l'Atlantide était une île fabuleuse située dans l'océan Atlantique et qui aurait été engloutie donc à la suite d'un cataclysme gigantesque en un jour et une nuit. Et cette île était supposée donc avoir été à la fois immensément riche, puissante et civilisée. Et donc les premières mentions de l'Atlantide, comme je vous l'ai dit, on les trouve dans les dialogues de Platon, le Timée et le Critias. Et cette légende a fasciné l'imagination populaire et inspiré de nombreux auteurs, vous l'avez dit, Baron. Et certains y voient aussi une sorte d'allégorie destinée à soutenir le propos du philosophe, une sorte de fiction à des fins pédagogiques, pour expliquer un petit peu la vision politique que voulait développer Platon.
auprès de ses concitoyens. Mais d'autres, ne s'arrêtant pas à cette thèse de la fiction utile, du mythe nécessaire dont Platon parle également dans la République, du mensonge nécessaire à la fondation de la cité, d'autres ont cru à la possibilité de la localiser en divers endroits du monde. Et c'est ainsi que de nombreux historiens, philosophes, géologues, archéologues et universitaires de tous horizons ont cherché l'Atlantide, certains disant que ce n'était qu'un mythe, et d'autres pensant à un phénomène réel. À vous de vous faire votre opinion. Voilà, et l'éventuelle existence donc de ce royaume atlante, et c'est ça qui est intéressant pour nous, pourrait susciter un certain bouleversement dans notre vision de l'histoire, parce que visiblement les gens ne sont pas tous prêts, en tout cas, à aborder ce genre de sujet, ce genre de thématique, mais en collectant donc certaines, sinon preuves, enfin en tout cas indices, on peut quand même élaborer une thèse sur la réalité de l'Atlantide qui conduirait à remettre en question je dirais les chronologies, le sens parfois de certains événements, et notre vision plus globalement de l'histoire, de l'Antiquité, de la civilisation. Et de la préhistoire, excuse-moi de te couper, c'est principalement une révision de la préhistoire. Tout à fait, puisque ça intervient, ces événements seraient intervenus dans ce qui correspond pour l'Europe à l'âge magdalénien, c'est-à-dire au néolithique récent, qui était ce qu'on appelle couramment l'âge des cavernes, qui, je le rappelle, n'étaient pas des lieux d'habitation, encore qu'il y a toujours eu des populations troglodytes, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais des gens ont parfois vécu dans des cavernes, mais ce qu'on appelle les cavernes, par exemple la caverne de Tautavel ou la caverne étaient des temples et pas des habitats. Voilà, donc c'est à peu près à cette époque-là que ces événements se situent. Donc en effet, ça correspond à la préhistoire, ça correspond à une époque aussi avant, ou en tout cas au tout début de la civilisation égyptienne. Donc on est autour de 13 000, 12 000 avant l'ère commune. Voilà. Tu parles du début de la civilisation égyptienne de cette époque-là, non? Si, tout à fait. Donc on y viendra. Pré-égyptien alors. Ce serait quelque chose de contemporain, disons, avec les toutes premières dynasties égyptiennes, et bon, on y reviendra, et on verra que en effet il y a des indices sérieux qui peuvent nous conduire à conclure à la réalité de l'événement. Voilà, Platon lui écrit ses dialogues en 355 avant Jésus-Christ, donc c'est bien après les événements supposés de la destruction de l'Atlantide. Donc on est quand même à des époques beaucoup plus récentes, et évidemment comment dirais-je, la mémoire de ces événements ont été conservés pendant des millénaires, à la fois de manière orale, puis peut-être en partie de manière écrite par les Égyptiens, comme on l'a dit, mais on est quand même très très loin de l'événement. Donc évidemment, il y a, je dirais, une sorte de perspective qui éloigne ces événements et qui les rendent mystiques, un peu mythiques, tout à fait mythiques même. Voilà, là on est vraiment à l'aube de la civilisation, donc les traces sont difficiles à déceler. Ensuite, je voudrais dire quand même que un empire tel que le décrit Platon ne peut pas disparaître comme ça sans laisser de traces. Ah oui, un empire organisé, un empire qui aurait construit, bâti, eu des artefacts, peut-être même des artefacts d'une technologie qui nous serait inconnue, ne disparaît pas de la sorte sans laisser de reliquats, de reliques un peu de son existence. Surtout comme tu le soulignes que pour Platon et tous les auteurs qui lui ont succédé, l'Atlantide était un empire donc thalassocratique, et un empire qui avait développé une technologie supérieure, mais à tous les niveaux, au niveau du savoir de l'astrologie, au niveau de la technologie, etc., etc. Donc une civilisation supérieure. C'est ce qu'on comprend de l'ensemble des occurrences sur la disparition de cet empire atlantéen, qu'ils avaient une maîtrise. Il est difficile de déterminer exactement la nature de ce savoir, mais ils auraient été en effet supérieurement civilisés. Voilà. Mais il n'y a pas que l'Atlantide qui dans ces époques s'est effondrée ou a disparu sous les eaux. Il y a d'autres, tu l'as dit, il y a plus de 200 cités englouties en Méditerranée. Je pense en particulier à des cités comme la cité de Spina, qui était une cité étrusque,
dont Pline l'Ancien, et Strabon donnent des descriptions et qui est aujourd'hui sous la mer Adriatique. Il y a aussi la cité de Diosinias qui a été visitée par les Argonautes et donc dont on a des descriptions dans l'œuvre d'Homère et qui est aujourd'hui sous la mer Noire, de la même manière que Phanagorias qui est également sur la mer Noire et qui est aujourd'hui sous les eaux du golfe de Taman. On pourrait en conclure quoi de tous ces faits? Ça, on peut dire déjà que la submersion des villes ou des cités, des empires n'est pas un cas isolé. Et donc la possibilité qu'un empire ancien remontant encore une fois à l'aube de la civilisation ait été englouti n'est pas une impossibilité du tout. Les traces qu'on a trouvées de toutes ces cités englouties pourraient nous conduire à conclure que la possibilité de cet événement est tout à fait ouverte. C'est-à-dire une augmentation du niveau de la mer généralisée. Par exemple, ou en tout cas peut-être ça peut être plus localisé, ça peut être des mouvements de terrain, l'enfoncement du territoire sur lesquels reposent les fondations de la cité et qui aujourd'hui sont sous les eaux. Il y a également le temple de Jupiter Sérapis de Naples qui est sous les eaux et qui doit, je suppose, donner aux plongeurs vraiment un spectacle atlantéen, quoi. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir naviguer entre les colonnades, les statues cyclopéennes. Je l'ignorais, je l'ai appris en préparant cette émission. Je dois dire que là, vraiment, ça laisse songeur, quoi, de ce genre de paysage englouti, vraiment appelle l'imagination. Puis il y a également dans d'autres endroits, comme par exemple le Port Royal en Jamaïque, qui était un havre pour les pirates, qui a été ébranlé lors du tremblement de terre de 1692. Mais je pense aussi à la destruction presque complète de la cité de Lisbonne lors du grand tremblement de terre de 1755, dont on a quantité de témoignages, en particulier dans l'œuvre de Voltaire et d'autres. Voilà, c'est une chose qui est tout à fait possible, qui a déjà existé. Voilà, on a des cas de villes qui ont eu à souffrir, disons, des chambardements de la terre, et donc la possibilité de l'île, pour reprendre le titre de Houellebecq, est ouverte. Voilà, l'Atlantide est une option ouverte. Voilà. Ensuite, il y a également des cas de surgissement. Par exemple, il y a une montagne qui a surgi au large des Açores, qui serait une zone proche d'une Atlantide possible, et qui est arrivée en 1957, donc vraiment hier, quoi. Voilà, au XXe siècle, on a vu ce surgissement. Et puis il y a tous les récits des explosions volcaniques, que ce soit la montagne Pelée ou la montagne Sainte-Victoire, je crois, au Canada. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Voilà, donc oui. C'est des choses qui existent, et donc on va essayer d'explorer maintenant un peu les différentes thèses de l'Atlantide, de son positionnement géographique. Il y en a de nombreuses. Certains l'ont cherché du côté du Bénin, d'autres l'ont cherché du côté de l'Antarctique, de la Bolivie, de l'Indonésie, d'autres encore ont cru la trouver aux Seychelles, ou encore en Islande, au Sri Lanka, au Brésil. Parfois même certains ont parlé de la ville de Troie, et enfin certains parlent même du désert de Gobi, à l'ouest de la Chine. Voilà, donc le positionnement est très très universel là pour le coup. On l'a cherché un peu partout. On essaiera pour nos auditeurs d'explorer la thèse la plus crédible. Et puis il y a la thèse de Spanout, qui appelait à respecter le texte de Platon, qui indiquait que des indices qui étaient contenus dans les ouvrages permettraient de localiser l'Atlantide, et que il a une thèse très très sérieuse. Et puis alors on trouve des traces aussi de certaines significations qui seraient liées à l'Atlantide, proches de la civilisation minoenne, donc de la civilisation de Minos en Crète, avec l'importance du symbole du taureau. On sait aussi qu'on trouve ça dans les motifs peints et gravés dans les grottes telles que la grotte de Tautavel. L'importance du dieu taureau, du signe astrologique du taureau, l'importance de la tauromachie, des activités et des tauroctonies qui conduiront d'ailleurs plus tard, qui se développeront jusqu'au culte de Mitra.
dans la civilisation crétoise et plus largement méditerranéenne, Ouais. et qu'on retrouve finalement aussi dans la tauromachie contemporaine. Entre parenthèses, le taureau a peut-être aussi un lien avec l'ère du taureau, l'ère astrologique du taureau, qui correspondrait à cette période que tu nous as décrite en première partie. Bah, tout à fait, c'est-à-dire que aujourd'hui les spiritualistes un peu délirants nous parlent de l'âge du Verseau, et en fait précédemment nous étions dans l'âge du Poisson. Et l'âge précédent encore était l'âge du Taureau. Et en effet, ça correspond à cette période. Et les Atlantes devaient, en connaissant justement, je dirais, les sciences astrologiques, auxquelles par ailleurs je ne prête pas beaucoup de crédit, mais disons que eux croyaient à ces choses et ils déroulaient, je dirais, la mécanique céleste, puisqu'ils en avaient sans doute une connaissance très fine. Et ils étaient sans doute des adorateurs d'une divinité taurine. Voilà. En plus d'être une civilisation je dirais marqué par la figure de Poséidon, par la figure du dieu de la mer, quel qu'ait été le nom qu'ils lui ont donné. Ils étaient les fils de la mer. Oui, la genèse d'ailleurs, on pourra en parler de la genèse de l'Atlantide, ses origines, Ça, ses développements. Elle plonge vraiment dans la nuit de l'origine, donc c'est difficile d'en dire grand chose, mais en tout cas, c'est Poséidon qui aurait possédé une mortelle et lui aurait fait 10 fils. C'est ça, c'est ce que me semble, hein. Eh bien, c'est ce que on retient, enfin c'est ce qu'on attribue en tout cas à la culture atlantéenne. Une origine divine. Une origine divine, de Poséidon, qui très certainement en fait a dû être une figure royale qui a dû être divinisée par la suite. Ce qui est très souvent le cas des cultes du Moyen-Orient ancien, c'est la divinisation des grands rois, et c'est ainsi qu'on lit ici et là que les dieux marchaient parmi les hommes et qu'ils se mêlaient à leurs filles. Je crois qu'il s'agissait vraiment d'une sorte de caste, si vous voulez, royale, armée de beaucoup de vertus, de beaucoup de puissance, de beaucoup de connaissances, qui ayant une sorte d'avantage stratégique déterminant, décisif vis-à-vis des populations qu'ils contrôlaient, étaient divinisés de leur vivant, si vous voulez. Voilà, je crois que c'est à ce genre de choses auxquelles on avait affaire. Un petit peu à la manière de la monarchie perse, si vous voulez, où le roi des rois, le chat des chats, était un dieu vivant, enfin. Comme en Égypte d'ailleurs. Hein. Comme en Égypte, exactement. Et puis il y a donc dans le cadre toujours de cette civilisation atlantéenne des choses très énigmatiques, très intéressantes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, leur caractère de puissance thalassocratique. Ce sont des marchands, ce sont des commerçants, ce sont des marins, très marqués donc par la culture nautique et avec un projet impérialiste. Ah oui, ça c'est de la géopolitique. Là effectivement c'est vraiment la puissance thalassocratique qui s'oppose à la puissance terrestre, quoi, en fait. Hein. Donc, déjà, c'est une île, hein, l'Atlantide, c'est une île-continent ou une île. Absolument. Et forcément, ils sont obligés de commercer et puis de faire des comptoirs, hein, des conquêtes coloniales pour les matières premières. Tout à fait. Et si on regarde aujourd'hui quelle est la puissance thalassocratique moderne, ce sont les États-Unis. La puissance thalassocratique classique, telle que l'a décrit Carl Schmitt dans Terre et Mer, c'est bien sûr l'Angleterre, et on voit que les États-Unis d'Amérique ont été fondés sur un projet, je dirais presque mystique, et qui s'était donné pour projet justement d'être une nouvelle Atlantide, telle que se le proposait Bacon, qui a écrit un ouvrage, donc la Nouvelle Atlantide, juste après la découverte des Amériques, et qui était donc ce projet, disons, utopique, mais toujours avec cette dimension thalassocratique d'île-continent. On peut dire aujourd'hui, sans s'égarer, que l'Amérique est d'une certaine manière une nouvelle Atlantide, et qui elle aussi peut-être aura à connaître un effondrement, puisque elle aussi, elle s'est émancipée de toute mesure, qu'elle fait une guerre d'une grande violence un peu partout dans ses possessions nouvelles, hein, dans ses colonies, on pourrait dire, et que c'est ça, d'après les récits antiques, qui aurait coûté à la glorieuse cité d'Atlantis l'engloutissement, puisque on voit très clairement, hein, par exemple dans Hésiode, qui était le grand mythologue de l'Antiquité, il rapporte que l'Atlantide aurait été engloutie suite à une sanction divine, en raison du fait qu'elle s'était donnée à l'avarice
aux passions de ce monde, à un égoïsme aussi et à une guerre, à des guerres injustes, et que c'est une sorte de rupture de l'équilibre, l'hubris, hein, l'orgueil qui l'a conduit à la démesure. Voilà, de la démesure qui l'a conduit à être châtié par le dieu de l'Olympe, Zeus. Et ces hommes, qui étaient animés d'un esprit guerrier, ont été engloutis, comme le raconte Platon. Voilà, c'est un point intéressant parce que on voit il y a une dimension religieuse. Enfin, c'est comme ça que les hommes de l'Antiquité l'ont interprété à ce châtiment. Enfin, il y a une dimension religieuse à ce cataclysme. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit ça dans la Bible, qui est également une sorte de comment dirais-je, de livre de chevet pour comprendre un petit peu, en tout cas qui a noté des événements importants des âges de l'ancien monde, et dans Ézéchiel à la fois le chapitre 26 et 27, mais aussi dans Isaïe le chapitre 23, mais dans l'Apocalypse aussi, on voit que le schéma de la sanction divine contre la cité orgueilleuse, c'est très intéressant, c'est toujours le même schéma qui revient, c'est une cité marchande, riche, et qui est détruite extrêmement rapidement, en l'espace d'un jour et d'une nuit, comme le raconte Platon, et qui est une cité, une cité commerçante et une cité maritime, une cité nautique, une thalassocratie. C'est très intéressant. Il y a aussi un lien avec le déluge, si je peux me permettre, dans la Bible, dans d'autres livres saints également. Tout à par fait. Du Mahabharata. Tout à fait. Dans le déluge, quoi. Gilgamesh, dans le récit de Gilgamesh, en Chine, un peu partout, on constate une universalité du déluge dans les mythologies partout, à peu près partout dans le monde. Il y a cette universalité du déluge. Et en effet, de nombreux mythes rattachent le déluge à une faute commise par l'homme. Et cette universalité de ce mythe peut nous conduire à nous demander quelle cause réelle, quelle cause physique a pu occasionner une telle unanimité mythologique. Et du strict point de vue scientifique, on peut dire que le déluge a sans doute été un événement historique, mais après il faut essayer d'en expliquer, je dirais, les causes formelles, et on va essayer de s'y attacher tout à l'heure pour démêler ce mystère de l'Atlantide. On va peut-être effectivement commencer par les thèses des lieux probables de situation géographique de l'Atlantide. Alors on a tout à l'heure évoqué les sites sans doute improbables. Il y en a un qui me semble très intéressant, qui est cette histoire que l'Atlantide aurait été aux portes de ce qu'on appelait à l'époque donc le colonne d'Hercule. Les colonnes d'Hercule. Il y a deux sites qui correspondent aux colonnes d'Hercule. C'est à la fois le détroit de Sicile, entre la Sicile et la Tunisie, ou la Libye, pardon, je ne sais plus. Enfin, l'ancienne Libye, en tout cas. Et, entre l'Afrique, l'Afrique du Nord et la Sicile. Et puis, la deuxième colonne d'Hercule, bien sûr, entre le Maroc et Gibraltar. Mais quelle que soit la thèse retenue, il situait cela au-delà des colonnes d'Hercule. Donc, c'était soit quelque part à l'ouest de la Sicile, au cœur de la Méditerranée, soit alors, vraiment, alors, et c'est la thèse qui retient mon attention, dans l'Atlantique, proche des continents européens et africains, au-delà des colonnes d'Hercule, quelque part, un peu plus loin que les Açores. Voilà, c'est la thèse que je retiendrai, et on va voir pourquoi tout à l'heure. Oui. Je tiens à préciser juste qu'effectivement, personnellement, je partage également cette thèse-là. Hein. Au-delà des colonnes d'Hercule, c'est dit. Hein. Mais par exemple, le commandant Cousteau, pour lui, c'était l'île de Santorin. Il avait vraiment, il était assez persuadé que c'était l'île de Santorin. Il avait fait plusieurs émissions sur cette île parce qu'elle avait explosé dans un cataclysme et elle partageait certains points communs, notamment, je crois que c'était aussi une culture qui se rapprochait de la culture minoenne. C'est vrai, c'est une thèse sérieuse. L'île de Santorin à l'époque s'appelait l'île de Thera, Thera. On l'appelait la Ronde à cause de sa forme. D'ailleurs, ça renvoie au livre de Thomas More, l'Utopie, hein, qui était une sorte d'Atlantide également, et qui elle aussi a une forme ronde de cette sorte. D'ailleurs, là, on trouve les cartes dans certaines éditions, qui aurait donc été détruite et engloutie suite à l'éruption d'un volcan, qui aurait détruit la plus grande partie de l'île, qui aujourd'hui a une forme de croissant. Et cette explosion donc aurait déclenché un raz-de-marée, des secousses sismiques,
et très probablement provoqué la cause du déclin de la Crète, dont l'île de Terra était une sorte d'annexe et qui était vraiment son centre névralgique, disons. Et en effet, des forages ont mis à jour la présence de cendres volcaniques à la fois sur l'île de Terra et en Crète, permettant d'imaginer aisément l'ampleur de cette explosion qui a dû s'entendre dans tout le bassin méditerranéen. Seulement, je crois que cette hypothèse est aujourd'hui abandonnée parce que ni le lieu ni la date ne correspondent, par exemple, au texte de Platon. Je parle là pour les atlantologues, pour ceux qui sont convaincus de l'existence de l'Atlantide. Et puis, la corrélation donc entre la ruine de cette civilisation crétoise et l'explosion de Santorin n'est plus non plus aussi certaine. Voilà. Donc l'énigme, à mon avis, n'a pas été résolue par le commandant Cousteau parce que de toute façon, dommage. Voilà. Enfin, je crois. Il y a une autre thèse un peu du même genre qui est la thèse sicilienne et qui est une thèse un peu plus sérieuse et qui voilà n'a pas ma faveur, mais qui elle aussi qui est un peu du même tonneau. Voilà, il est temps de faire une toute petite pause musicale. On va s'écouter un petit titre de cette de ce merveilleux animé qui s'appelait Les Mystérieuses Cités d'Or et qui colle bien au sujet. Et on se retrouve juste après. Bien, donc au-delà des colonnes d'Hercule. Ce qui nous situe où, Monsieur K? Moi, je crois que c'était, comme je vous le dis, une île au cœur de l'Atlantique, au large des Açores, donc plus près de l'Europe que de l'Amérique. Et très certainement, nous allons commencer à entrer dans le cœur du sujet. Le phénomène, disons, du raz-de-marée qui a englouti la ville d'Atlantis et l'ensemble de l'île de l'Atlantide serait celle d'un shift, d'un mouvement, d'un déplacement des pôles magnétiques de la Terre, c'est-à-dire que l'axe de la Terre se serait déplacé, ce qui aurait évidemment conduit à d'énormes bouleversements à la fois climatiques, géologiques, voilà, et qui expliquerait la brutalité de l'événement, expliquerait la brutalité de la disparition de l'Atlantide. Dans le sens un déplacement de l'axe terrestre, un déplacement ne serait-ce que minime? Oui, tout à fait. D'accord. Un déplacement des pôles qui aurait conduit à la production donc d'énormes cataclysmes, disons universels, qui ont été vus partout, pas avec la même brutalité bien sûr, puisque l'Atlantide a été engloutie et qu'ailleurs on a seulement assisté à des inondations qui n'auront pas détruit les civilisations qui les ont vues, mais qui ont eu l'occasion de les consigner dans leur. Est-ce que ça a un lien avec la fonte des glaces de la dernière ère glaciaire? Très certainement, puisqu'il fallait évidemment une masse d'eau considérable pour produire cet événement, et il y a très certainement un lien entre ce déplacement polaire et la fonte des glaces et je dirais une arrivée massive d'eau qui expliquerait un très grand déplacement des masses aquatiques terrestres et qui rendrait compte du cataclysme atlantéen. Mais la thèse la plus sérieuse, qui n'a pas tout à fait ma faveur, parce que je n'y situe pas l'Atlantide, mais j'y situe une civilisation qui elle aussi
a été englouti, si on peut dire, à ce moment-là, c'est la thèse d'Heligoland. Sans que ce soit l'Atlantide, la thèse de Spagnoux, c'est que Heligoland, donc qui se trouve dans le Jutland, c'est-à-dire dans le Danemark d'aujourd'hui, aurait été détruite par ce phénomène, par ce cataclysme universel, et aurait conduit à de très grandes migrations de la civilisation d'Heligoland, qui avait sans doute des liens d'ailleurs avec l'Atlantide, puisque une des matières, je dirais, phares qui identifie l'Atlantide, c'est l'ambre, et Heligoland était une grande zone de production de l'ambre, hein, comme l'est encore aujourd'hui la Scandinavie. L'ambre de la Baltique. Voilà, l'ambre de la Baltique. Voilà. Et l'oricalque, c'est aussi quelque chose qui est particulier à l'Atlantide. C'est un métal précieux on sait pas d'ailleurs ce que c'est. Mais l'oricalque, c'est sans doute l'ambre en réalité. C'est intéressant comme thèse. Oui. Voilà. L'oricalque serait en fait l'ambre, c'est-à-dire cette matière à la fois lumineuse et précieuse. Ce serait ça. Et puis alors, il y a toute une succession d'événements qui se situent autour de 12 000, de 1200, excusez-moi, pas 12 000, qui est l'arrivée de ce qu'on a appelé les peuples du Nord et les peuples de la mer. Il y en a plusieurs. Plusieurs peuples ont été identifiés comme étant des peuples venus de la mer ou venus du Nord, les fameux hyperboréens grecs, hein, la civilisation dorienne, qui se déplacent un peu à la manière des barbares francs et germains. Oui, c'est des vagues indo-européennes, les premières vagues indo-européennes qui ont formé la civilisation grecque. Donc les Doriens que tu... Donc, justement, ils ne sont pas indo-européens exactement, ils seraient proto-indo-européens. Proto-indo-européens, tout à fait. Ils auraient donc, on sait qu'ils ont attaqué l'Égypte de Ramsès II. Hein, ce sont les Hyksos, le peuple de la mer. Il y a les Philistins dans la Palestine actuelle qui lui donneront son nom. Il y a également l'empire hittite qui a été attaqué par ces peuples de la mer. Il y a la civilisation de Code, Carchemish, Hiéret, Hier à Chypre, qui toutes ont été vaincus successivement donc au cours de campagnes dévastatrices par ces peuples de la mer. Voilà, ça c'est une chose. Il y a eu un événement d'émigration considérable de ces peuples de la mer. Les Philistins sont répertoriés dans la Bible puisque Goliath était un Philistin. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir à la cathédrale de Reims la statue monumentale qui se trouve aujourd'hui au Palais du Thau, qui était jadis sur la façade de la cathédrale, d'un Philistin qui est dans une armure couverte de motifs aquatiques, hein, coquillages, conches, poissons, etc. Et qui montre que jusqu'au Moyen Âge, on savait que les Philistins étaient ce peuple de la mer venu sans doute à la suite d'un cataclysme qui les a contraints à la migration. À s'installer plus au sud. D'ailleurs, effectivement, Goliath c'est un géant, donc ça c'est encore un indice supplémentaire de leur origine. On va le dire plutôt nordique. On parlait des hyperboréens avant. Les casques à cornes aussi qu'on peut retrouver dans les dessins, dans les hiéroglyphes égyptiens qui montrent ces peuples-là, donc les Hyksos avec des casques à cornes sur des barques en forme de cygne. Alors est-ce que ça peut faire référence à une manière de construction navale plutôt d'Europe du Nord? Il y a plein de petits éléments comme ça qui peuvent nous mettre sur la piste. Alors je voudrais quand même signaler à nos auditeurs que là il y a un grand shift dans la chronologie, puisque là on se trouverait au XIIIe siècle avant notre ère et non plus au XIIIe millénaire. Oui, effectivement. Là il y a quand même une grande différence. Je dois dire que pour ma part, je suis plutôt pour une chronologie récente de la destruction de l'Atlantide. Je crois que ça correspondrait plutôt au XIIIe siècle, que l'événement est réel, que l'île se trouvait quelque part au milieu de l'Atlantique, proche de l'Europe et de la côte africaine, et que ce cataclysme considérable se serait produit plutôt au XIIIe siècle avant notre ère que au XIIIe millénaire. Mais là, là effectivement, on a des civilisations qui sont déjà formées, donc les Babyloniens,
les Perses, etc., de cette époque-là. Et bon, malheureusement, on n'a pas beaucoup d'archives sur cette période-là qui se situerait le 13e, 14e siècle. On a quand même des grandes civilisations qui sont déjà formées. Hein. Oui, l'Inde aussi. Oui, mais tout à fait. Mais je crois que sans entrer dans une querelle trop académique, ce qui est un peu étrange quand on parle de l'Atlantide, mais je crois que c'est plutôt vers cette thèse-là qu'il faudrait s'orienter, une thèse d'une Atlantide récente, qui n'était pas une civilisation séminale, une civilisation originelle qui aurait impulsé, je dirais, les civilisations voisines comme l'Égypte ou crétoise ou d'autres, ou méso-américaine, encore que la Mésoamérique c'est 13e siècle de notre ère. Donc c'est moins, là on est en moins 1300 je parle tout ce qui est Toltec, Aztèque, etc. c'est 13e siècle, hein, la construction des pyramides en Amérique du Nord. Très récent. Donc je ne crois pas à l'antiquité du phénomène, mais je crois à sa réalité. Je crois à sa proximité aussi chronologique. Voilà. Il y a eu en tout cas ce bouleversement au XIIIe siècle avant notre ère qui a conduit à ces grandes migrations des peuples de la mer. Tout me laisse penser que c'est à ce moment-là que s'est produit la destruction de l'Atlantide, ce qui rapprocherait nettement le phénomène de Platon. Donc on serait à un millénaire avant Platon. Et ce qui accréditerait la thèse Heligoland. Voilà, la thèse nordique. Sans situer évidemment l'Atlantide dans cette zone. Encore une fois, je dis que ces peuples ont migré d'Heligoland à l'occasion du même phénomène, du même cataclysme. Ils avaient sans doute des liens commerciaux et peut-être politiques, peut-être même était-il une colonie atlantéenne, mais l'Atlantide à proprement parler se situerait toujours, comme on l'a dit tout à l'heure, au large des côtes atlantiques européennes. Voilà. Il faut comprendre aussi que le XIIe siècle avant notre ère est une période cruciale pour le paysage méditerranéen lui-même. Hein. Le Sahara entre dans sa phase finale et définitive de désertification. Le relief des côtes du nord de l'Europe se modifie. De nombreux séismes ravagent le bassin oriental de la Méditerranée. Le volcan de l'île de Santorin explose. Les parois du temple de Medinet Abou, sous Ramsès III, est couvert de gravures racontant les campagnes victorieuses de Ramsès III contre les peuples de la mer. Et sur ces bas-reliefs, en effet, on peut voir comment l'océan a submergé les îles et la capitale des envahisseurs venus du nord. Voilà. La Bible également conserve un souvenir précis de ces événements, puisqu'il s'agit d'un souvenir de l'engloutissement de cités humaines par les eaux. C'est la raison pour laquelle, dans les chapitres bibliques dont je vous parlais tout à l'heure, on a enregistré le schéma apocalyptique comme étant celui de la destruction d'une cité thalassocratique, marchande, en l'espace d'une nuit. Voilà, ils en ont fait une sorte de motif, je dirais, mythique dans ce cadre-là, et à des fins, je dirais, prophétiques. Hein. C'est-à-dire que là, ils situent la destruction de l'Atlantide aussi dans l'avenir. Et voilà, c'est classique des schémas religieux. Voilà. Est-ce qu'on n'a pas encore parlé de la thèse des Bahamas, donc des îles des Bimini. C'est-à-dire là, on est au-delà des colonnes d'Hercule, bien au-delà même. Donc ce serait la thèse de l'Atlantide dans les Caraïbes, qui correspondrait plus ou moins ce qu'on appelle le triangle des Bermudes. On a retrouvé des formations rocheuses, des chemins, des digues de pierre, des choses assez intéressantes également aux Bahamas. Mais oui, c'est juste pour faire la parenthèse. Mais il est tout à fait possible que c'était une colonie atlantéenne, en effet, puisqu'on y reconnaît des constructions cyclopéennes englouties, en effet. Peut-être se sont-elles englouties plus tard. Peut-être est-ce que c'est au même moment que lors de l'engloutissement général de l'Atlantide. C'est difficile de le dire. En tout cas, l'Atlantide, comme métropole, ne se situait sans doute pas dans les Bahamas. Voilà. Enfin, c'est ce que je crois pour ma part. Voilà. C'est en tout cas, ça doit quand même être une très belle promenade de plongée sous-marine, une fois de plus. Mais non, revenons à des choses plus avec des indices plus sérieux. La langue basque, par exemple, constitue un mystère. Vous savez que les Basques ne sont pas un peuple indo-européen, que leur langue est une langue unique en Europe, que leurs caractéristiques ethniques sont également très spéciales, puisqu'ils appartiennent la plupart du temps à des groupes sériologiques, à des groupes sanguins
principalement des haplogroupes, tout simplement, des groupes d'ADN très différents, enfin assez différents des groupes habituels dans ces régions d'Europe. Ils sont principalement d'ailleurs du groupe O. Et ils n'ont quasiment aucun groupe B dans leur population, ce qui tend à montrer leur caractère très très exotique quoi par rapport au reste des peuples européens. Et ce qui est très amusant, c'est qu'on a des anecdotes comme par exemple le fait qu'un missionnaire basque a prêché dans sa langue aux Indiens patans au Guatemala. Donc il leur a prêché en basque et apparemment il arrivait à se faire entendre. On a remarqué une très grande proximité entre la langue basque et certaines langues amérindiennes, en particulier donc d'Amérique centrale. Et cela nous laisse penser que peut-être sur les deux côtés de l'Atlantique, disons, une civilisation a prospéré et que les Basques seraient les débris de cette civilisation ancienne. Et puis il y a toute cette comment dirais-je, toutes ces présences très énigmatiques de phénomènes des deux côtés de l'Atlantique. Par exemple, le mot Atl en nahuatl, qui est la langue des Aztèques et des Toltecs, signifie mer. Atl, comme dans Atlantique. On trouve des statues monumentales à Tula, le site de Tula au Mexique. Tula, Tulé, on est très proche là. Et voilà, et ces statues sont des statues d'Atlante, enfin d'après les dires même des gens des locaux qui en sont les descendants. Il y a l'ensemble des motifs décoratifs du temple à Tula, par exemple, ce sont des motifs de conches coupées sur la moitié, hein, comme de petits labyrinthes, si vous voulez, qui renvoient éminemment au coquillage qui est également une des figures du labyrinthe dans l'Antiquité grecque. Il y a le fait que les Péruviens soufflent dans des conches, alors même qu'ils sont à des kilomètres, des centaines de kilomètres de la côte, et qu'ils sont à des milliers de mètres d'altitude. Il y a une très importante présence de symboles aquatiques dans ces civilisations mésoaméricaines. Il y a la présence des pyramides, qui est également elle-même très troublante, et qui semble renvoyer à des histoires racontées dans la Bible, comme l'histoire de Nemrod, hein, qui après le déluge a voulu construire la tour de Babel pour se prémunir contre les châtiments divins, et qui est exactement le motif pour lequel, disent les Indiens d'Amérique, leurs ancêtres ont construit les pyramides également, pour se prémunir d'un cataclysme. C'est très curieux effectivement. Donc là, on est en pleine Amérique du Sud. Il y a également dans l'ensemble de cet espace géographique des statues qui montrent des visages européens, qui montrent des visages africains subsahariens. Hein. Alors que bon, il n'y avait pas eu censé avoir d'échanges de commerce, d'échanges ni quoi que ce soit avant Christophe Colomb, ou même bon, on va dire avant les Vikings, qui ont découvert, qui sont les réels. Ce que reconnaît la science actuellement, ce seraient les découvreurs de l'Amérique. Absolument. Mais c'est très troublant. Puisque vous parlez de l'Afrique, il y a une chose très étrange, c'est que par exemple en Afrique, il y a des bushmen, donc les habitants du bush, donc de l'arrière-pays de la savane africaine, qui racontent, qui font mémoire d'une vaste île à l'ouest de l'Afrique qui aurait été submergée par la suite. Donc, dans les mythologies même de peuples primitifs africains, on trouve trace de cette île qui sans doute entretenait des échanges avec l'ensemble du bassin atlantique. Et puis il y a des phénomènes très étranges comme la présence de certains Indiens blancs, hein, qui s'appellent les parias au Venezuela et qui habitent les parias qui habitent dans un village qui s'appelle Atlan. De la même manière qu'on sait qu'il y a d'autres Indiens blancs, d'autres tribus indiennes blanches au nord du Mexique, comme les Tarahumara par exemple, et qui eux aussi ont des pratiques très étranges et qui sont très certainement, puisqu'ils ont des connexions avec la civilisation toltèque, hein, ce sont des pré-toltèques, des proto-toltèques. Les Toltecs, c'est au niveau historique, au niveau de la datation, c'est entre le 11e et le 14e siècle. C'est une tribu mésoaméricaine qui a construit la cité de Chichen Itza, par exemple, et qui était, par la suite, après leur conquête par les Aztèques, qui étaient devenus les prêtres, les astrologues, les médecins, les savants de la civilisation aztèque. Est-ce qu'on pourrait lier ça aux Vikings, parce que c'est aussi à peu près cette même période, là on est 11e siècle, c'est pas très loin, quoi. Ça pourrait être une piste.
Quelques auteurs d'ailleurs se sont engagés sur cette piste. Oui, tout à fait, c'est une piste. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait des récits en Amérique du Sud et en Amérique centrale, en Amérique du Nord, de la présence d'explorateurs, disons, en tout cas de voyageurs blancs, barbus, de grande taille, qui étaient considérés comme des dieux ou des demi-dieux par ces peuples, et qui les attendaient avec impatience. Et c'est la raison pour laquelle les conquistadors espagnols ont eu tant de facilité en fait à pénétrer dans ces empires et à les mettre à bas. C'est qu'ils étaient considérés comme des dieux par l'empereur lui-même, Moctezuma, l'empereur de Mexico, l'avant-dernier empereur de Tenochtitlan. Tenochtitlan, d'ailleurs, la cité lacustre, qui était la Venise du Mexique avant la conquête, que Cortés décrit très bien d'ailleurs dans ses mémoires, et il en décrit les changements et la disparition quasi complète d'ailleurs suite à la conquête. Ouais. Tenochtitlan, auparavant, avait un plan urbain qui était tout à fait semblable à ce que décrit Platon dans Timée, je crois, des apparences de la cité atlantéenne. Donc on voit qu'il y a certainement un lien originel entre certaines civilisations mésoaméricaines et la civilisation atlantéenne. Ouais. Et on voit également au niveau des divinités, par exemple le serpent à plumes, qui est une des principales divinités mésoaméricaines, et ce serpent à plumes est blanc, en fait. Tout à fait. Et ce Quetzalcoatl, le serpent à plumes, voilà, était un comment dirais-je, un enseignant de peuple. C'était même une titulature parce que ce n'était pas qu'un personnage unique, c'était un titre. Quetzalcoatl, ça signifiait, c'était une fonction religieuse, si on veut. Et bien, ce Quetzalcoatl, en effet, est un personnage très énigmatique et renvoie à des contenus, selon moi, liés à la civilisation atlantéenne. La meilleure preuve, c'est que par exemple, au Mexique, certains Indiens racontent que, alors qu'on enseigne à leurs petits enfants à l'école que leurs ancêtres seraient passés par le détroit de Bering, venant d'Asie, etc. Eh bien non, eux, malgré le fait qu'ils soient à peu près illettrés, disent non, c'est faux. Souvenez-vous que nous venons de la mer. Voilà. Donc il y a une mémoire populaire aussi très profonde de ce cataclysme, de ce traumatisme, de ce cataclysme originel dans ces populations. C'est très étrange aussi. Il y a la question du culte du soleil qu'on trouve à la fois en Égypte et en Amérique du Sud et en Amérique du Nord aussi, dans les civilisations aztèques et toltèques et mayas. Ce culte du soleil qui renvoie vraiment très certainement sinon à une origine commune, en tout cas à des contacts par le biais d'une civilisation intermédiaire, je dirais. Oui, ça aurait pu être une civilisation maritime thalassocratique. Et là, nous voilà retombés sur nos pattes. Bah écoutez, en tout cas, ce que je vous souhaitais dire encore, c'est que on a trace de ce phénomène, je dirais universel dans la mythologie, mais aussi on sait que il y a eu des changements dans les constellations célestes telles qu'elles étaient enregistrées par certaines civilisations, puisque une tribu indienne, par exemple, qui avait gardé trace de l'aspect des étoiles, en a fait des cartes modifiées, mais on a gardé des documents de l'apparence du soleil, du ciel, des constellations précédemment à un cataclysme. Et donc si le ciel s'est modifié, c'est que la Terre a bougé, ce qui tendrait à confirmer la thèse du cataclysme universel. Et puis d'autre part, on a aussi trace de ces mouvements célestes, de ce mouvement de l'apparence du ciel dans des chroniques chinoises, parce qu'évidemment c'est un phénomène universel, donc il faut en trouver des traces, je dis partout, dans des civilisations très éloignées. Voilà. Il y a cette histoire aussi très némrodienne, Nemrod qui est le roi qui construira la tour de Babel, de ce vœu de se soustraire à la colère des dieux en construisant des tours. Et là, il y a aussi un sens profondément religieux. Il faut lire ce que on trouve par exemple dans l'œuvre de René Guénon sur la figure de Nemrod et sur la rébellion des guerriers, des rois contre les dieux, qui renvoie vraiment à un phénomène très profond dont Hésiode, je le dis encore, a gardé la mémoire en parlant de cette sanction divine, de cette sanction de Zeus contre l'Atlantide. Il y a quelque chose de profond qui a marqué les imaginaires humains, qui n'est pas documenté par des traces archéologiques
certaine et incontestable, mais il y a un faisceau d'indices quand même qui peut nous conduire à conclure qu'il s'est vraiment passé quelque chose, d'après moi, quelque part au XIIe ou XIIIe siècle avant notre ère, au milieu de l'Atlantique, et qui explique des tas de mystères technologiques, scientifiques, archéologiques, et qui appellerait à une remise à plat, je dirais, de notre vision du monde officielle en tout cas. En tout cas, c'est un message. Enfin, je pense que Platon, c'est peut-être basé sur des éléments, on va dire repris chez Solon, chez les Égyptiens, donc des éléments historiquement peut-être vrais, mais en même temps, il en a fait un ouvrage avec un message, c'est-à-dire un message pour les Athéniens, qui étaient eux-mêmes une civilisation thalassocratique, eux-mêmes un empire avec des marchands, des comptoirs, des colonies, etc. Est-ce qu'on pourrait juste peut-être s'attarder un petit peu sur le contenu de ce message, de l'effondrement de l'Atlantide? Je crois que le sens profond qu'a essayé d'en tirer Platon, en effet, c'était de tirer des leçons du passé pour l'avenir. C'était pas de raconter une histoire édifiante, c'était vraiment d'essayer de comprendre que à s'émanciper, je dirais, de la loi naturelle, à s'émanciper d'une certaine éthique, et on s'expose aux plus grandes sanctions. Et je crois que c'est ça le message qu'il voulait délivrer à ses contemporains d'Athènes. Je crois que la nouvelle Atlantide américaine ferait bien, elle aussi, d'entendre ce message, parce que elle est aujourd'hui aussi au bord d'un gouffre. Alors très certainement, les choses se passeront différemment, mais encore qu'il y a la faille de San Andreas qui menace la Californie, il y a la montagne dans le parc de Yellowstone, un volcan à Yellowstone qui est un volcan considérable et qui menace aussi de se réveiller et d'engloutir une partie du continent sous un nuage de fumée toxique. Il y a aujourd'hui les nouvelles menaces que l'homme se fabrique lui-même, les centrales nucléaires, les maladies, les virus militarisés biologiques, et toutes les armes bactériologiques, qui sont stockées. Ouais. On est dans la démesure, hein. On est à la démesure qu'avaient pratiqué, qu'auraient pratiqué donc les Atlantes. Tout à fait. C'est-à-dire étant en empire thalassocratique, il y a comment dirais-je, ils viennent d'une origine divine. Ils ont une civilisation supérieure et en même temps ils asservissent les autres. Il y a un côté, je dirais, cosmopolite. Il y a beaucoup de rapports comme ça avec ce qu'est actuellement les États-Unis ou ce que représentent les États-Unis. Enfin, moi, ça me paraît limpide. C'est limpide et les États-Unis et en fait l'ensemble de la civilisation occidentale à laquelle malheureusement nous appartenons. Et puis aussi, excuse-moi de te couper, et puis aussi cet affranchissement de la nature, cette espèce de rébellion contre la nature ou contre Dieu, selon vos croyances, le fait de devenir eux-mêmes, de vouloir devenir eux-mêmes ou de remplacer Dieu ou de vouloir devenir eux-mêmes des espèces d'apprentis sorciers, des espèces de magiciens d'Oz. Tout à fait, et le message reste tout à fait d'actualité, à s'affranchir des lois de la nature, à s'affranchir des lois divines, eh bien, on s'expose aux plus grandes sanctions. Et je crois que c'est ce message-là qu'il faut qu'on entende. Nous préparons nous-mêmes notre tombe, on creuse nous-mêmes notre tombe. Et voilà. Et là, il faudrait pas que nous soyons nous aussi jugés en une nuit, parce que ce serait terrible. Il y a quand même une trace archéologique intéressante que je voudrais livrer à nos auditeurs avant qu'on se sépare, qui est le disque de Phaistos, qui est conservé au musée Héraclion en Crète et qui aujourd'hui encore laisse les scientifiques, les épigraphes, les archéologues tout à fait sans voix, et qui est peut-être la seule et authentique, le seul et authentique artefact qu'on peut immédiatement attribuer à l'Atlantide sans erreur et je veux dire, il y en a sans doute d'autres qu'on a mal attribués dans les musées, hein. Les bagues Atlantes que vous pouvez commander sur le net, les fameuses bagues Atlantes. Sérieusement, je crois qu'il y a beaucoup d'artefacts dans les musées, à la fois du Moyen-Orient, d'Europe et peut-être même d'Amérique, qui ont été attribués faussement à l'Égypte ou à l'Amérique ou à telle ou telle civilisation mésoaméricaine ou telle civilisation européenne, et qui en fait sont d'origine atlantéenne, simplement parce qu'elles ont été trouvées sur d'autres lieux, hein. Mais en tout cas, ce disque de Phaistos, lui, est pour moi je dirais le signe
le petit signe de contradiction qui accrédite, qui atteste de l'existence de cette extraordinaire civilisation qui s'est jugée elle-même. Mais développe un petit peu sur ce disque. Qu'est-ce qui te fait, quels sont les éléments concrets qui te font penser que c'est vraiment un artefact atlantéen? D'abord, il est couvert de glyphes. Il est couvert de glyphes qu'on n'a pas réussi à traduire, à interpréter. Il est construit sur un schéma de colimaçon comme ça. Donc c'est un disque qui est couvert d'un colimaçon de glyphes intraduits à ce jour et qui au vu du style artistique de l'objet, de son style, me fait penser immédiatement à la civilisation atlantéenne, de ce que j'ai pu en déceler quand j'étais moi-même sur les sites Toltec par exemple ou égyptiens, puisque je me suis rendu dans les deux endroits et que j'y ai vu des similitudes stylistiques très très nettes et qui moi me conduisent vraiment à croire à l'existence de cette Atlantide, en voyant une moi-même encore naître, si on peut dire, sous nos yeux, avec cet empire mondial sous commandement américain et qui me laisse présager là aussi le pire, quoi. Ouais, donc à Enigma, effectivement, on est sur le terrain. Hein. On est sur le terrain. Là, on parlait de cette pièce-là. C'est vrai que avant tout, ce que disent les sceptiques, c'est mais les traces, quoi. Vraiment les objets, etc. Où sont-ils? Moi, j'ai envie de leur répondre. Et s'ils étaient sous votre nez et que vous étiez pas capable de les attribuer correctement à leurs auteurs, et si vous étiez face à un monument et que vous étiez incapable de lui assigner ses véritables fonctions, d'autres fonctions que simplement religieuses, des fonctions calendaires, des fonctions astrologiques, des fonctions... Oula, ne parlez pas de calendrier, monsieur K, là, ça va nous emmener loin avec les Mayas. Oui, petit aparté sur les Mayas, votre avis sur la question du 21 décembre 2012 et la fin du calendrier Maya, monsieur K. Écoutez, je crois que tous les cycles ont une fin. Le calendrier Maya continue jusqu'en 2012, mais je crois qu'il s'agirait simplement de le reprendre à zéro et de recompter les jours. Enfin voilà, c'est tout bête. D'autre part, oui, il y a une très grande figure planétaire qui arrive en effet ce jour-là. Je crois que les gens qui nous gouvernent croient beaucoup à ce type d'idolâtrie et que c'est une sorte de prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que ils se sont donné on y croit, ça marche. Ils se sont donné des échéances. Je crois que l'année 2012 serait une année très chargée, que ce serait une année très très dure pour tout le monde. Je crois que c'est une année où il y a beaucoup d'échéances politiques, économiques, environnementales, même spirituelles, j'en suis sûr. Mais je crois qu'il faut laisser les fadaises New Age à leurs promoteurs et ne pas nourrir trop d'inquiétude sur le 21 décembre 2012. Je crois que c'est pas là que ça se joue, même si l'année 2012 sera très certainement une année charnière et que le monde tel qu'on l'a connu déjà a beaucoup changé en 2011 et que très certainement l'année 2013 verra un monde neuf, un monde encore pire, encore mieux. Voilà, il faut raison garder, comme dirait Gandalf. Hein. Alors pour en terminer, les références sur le sujet de l'Atlantide et des mondes engloutis, si vous pouvez nous en dire un peu plus, des ouvrages. Écoutez, il y en a beaucoup, vous l'avez dit, il y a plus de 25 000 ouvrages sur l'Atlantide. Il y en a deux que je recommande particulièrement parce qu'ils sont très ouverts d'esprit et divertissants à lire, même s'ils sont aussi bourrés d'erreurs de pistes qui sont un peu qui vous égareraient un peu. Il laisse aussi tout ça un peu en suspens sans apporter beaucoup de réponses, mais il y a beaucoup d'éléments intéressants. Le premier, c'est Les Secrets de l'Atlantide d'Andrew Thomas dans la collection Les Grandes Énigmes. Et puis il y a L'Atlantide et le règne des géants de Denis Sora dans la collection J'ai lu, la petite collection rouge, l'aventure mystérieuse. Voilà. C'est bons vieux bouquins des années 70. Ça. Écoutez, c'est que j'ai lu d'ailleurs. Hein. C'était une collection très réaliste, fantastique. Alors c'est pour ça que je les recommande tous les deux. Voilà, je pense qu'on on a défriché un tout petit peu, on a défriché 1% du sujet, mais bon, c'est déjà pas mal, je trouve. Voilà, merci encore une fois, monsieur K, pour ce sujet. Et moi je dis à toutes les auditrices et à tous les auditeurs, hissez le drapeau noir et passez à l'abordage.